Quelle dame? À ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Amérique latine. Et c'est une combinaison de qualités qui ne court pas les rues. Je me souviens, mais tu peux en parler, on s'est rencontrés il y a déjà 40 ans, même peut-être plus que ça, à travers Nikos Poulantzas. Tu te souviens? Bien sûr, ça c'est des choses qu'on n'oublie pas. Oui, on se connaît depuis une bonne quarantaine d'années. J'ai eu cette chance extraordinaire. Dès que je suis arrivé à Paris en 69, j'étais engagé par Nikos Poulantzas comme son assistant. C'est vraiment une chance. Et pendant pas mal d'années, on travaillait ensemble. C'était une expérience inoubliable. Et on avait un rapport très amical. On travaillait ensemble, on faisait les cours ensemble devant les étudiants. On était d'accord parce qu'on était marxistes tous les deux, mais on avait pas mal de divergences philosophiques, politiques, etc., qu'on ne craignait pas de étaler devant les étudiants. Ça les amusait beaucoup de voir les profs qui discutent entre eux, etc. C'était une expérience vraiment très, très belle que je vais jamais oublier, en effet. Et c'est là où on s'est connus. Mais ton rapport avec la Grèce continue, n'est-ce pas? Ben, bien entendu, je suis pour ainsi dire marié avec la Grèce, c'est-à-dire mon épouse très chère, Eleni Varikas, est une brillante intellectuelle grecque. Bon, nous vivons à Paris, mais nous avons des liens très forts avec la Grèce, avec sa famille, avec la culture, avec le peuple grec. Oui, en effet, je suis oui, très très proche de la Grèce. Mais avant d'entrer dans cette problématique, je voulais te poser une question plus concrète. Pendant assez longtemps maintenant, tu t'occupes de ce que tu appelles l'écosocialisme, n'est-ce pas? Oui. Alors, je pense qu'il s'agit d'une problématique nouvelle et, à mon avis, fondamentalement importante pour l'avenir du monde. Alors, je voulais que tu nous expliques en quelques mots de quoi il s'agit. D'accord. Il s'agit d'une problématique qui n'a pas encore pénétré, à ce que je comprends, le monde politique de manière systématique. Alors, je voudrais que tu abordes là-dessus parce que c'est, à mon avis, fondamentalement important. Merci. Écoute, effectivement, je pense que l'écosocialisme, c'est une idée nouvelle, mais qui commence à s'étendre, disons, d'une façon plus rapide que je croyais, je dois dire. Bon, c'est une idée qui circule déjà pas mal d'années. En 2001, nous avons écrit avec un ami américain, Joel Covell, un manifeste écosocialiste international. L'idée fondamentale, c'est que le capitalisme, la civilisation capitaliste industrielle moderne, est en train de conduire l'humanité à une catastrophe sans précédent dans l'histoire humaine, catastrophe écologique dont l'expression la plus inquiétante, la plus dramatique, c'est ce qu'on appelle le réchauffement global, les changements climatiques, qui aura des conséquences incalculables. Vraiment, bon, je ne veux pas développer parce que c'est connu de plus en plus. Et malheureusement, on voit que les différentes conférences internationales censées apporter des solutions n'ont rien donné. C'est-à-dire Copenhague, Doha,
Durban, Rio plus 20, etc. Des palabres, rien de concret. C'est des montagnes qui accouchent d'une souris. Et évidemment, il y a de la mauvaise volonté, il y a de l'ignorance, il y a de la corruption, il y a de la stupidité, mais il y a quelque chose de plus profond. C'est un problème systémique. C'est-à-dire, les systèmes capitalistes ne peuvent pas exister sans expansion illimitée, productivisme illimité, compétitivité à mort, accumulation illimitée des profits et du capital. Bon, c'est inhérent au système. La croissance, l'expansion, il ne peut pas exister autrement. Donc, inévitablement, il entre en conflit avec les limites de la planète. Inévitablement, il déstabilise les équilibres écologiques et il provoque par les énergies fossiles, les gaz à effet de serre, qui nous conduisent au changement climatique désastreux, vraiment désastreux. Donc, l'écosocialisme part de l'hypothèse que il faut penser à des alternatives radicales. Parce que dans les limites du système capitaliste, il n'y a pas de vraie solution. Et ces alternatives radicales, donc des alternatives au capitalisme, et là, on part, disons, de la tradition socialiste, du marxisme, etc., mais en lui donnant, disons, une dimension nouvelle, qui n'est pas totalement absente chez Marx ou Engels, mais qui est relativement marginale. Bon. Et surtout, l'écosocialisme, donc c'est une écologie, ça part de l'idée qu'une écologie qui n'est pas socialiste est incapable d'affronter le problème, et un socialisme qui n'est pas écologique, c'est aussi une impasse, comme on l'a vu tout au long du XXe siècle, que ce soit l'Union soviétique ou les expériences social-démocrates. Bon, du point de vue écologique, c'était désastreux. Bon, donc il faut combiner les deux, l'écologie et le socialisme. Il faut créer quelque chose de nouveau, qu'on appelle écosocialisme, on aurait pu l'appeler autrement. Et ça implique aussi une certaine révision de certaines idées marxistes traditionnelles. Par exemple, l'idée que le socialisme, c'est changer le rapport de production qui sont devenus un obstacle au libre développement des forces productives. Non, ça ne va pas. Ce qu'il faut changer, c'est les rapports de production, bien entendu, et la propriété collective publique à la place de la propriété privée, mais il faut changer aussi l'appareil productif lui-même, tel qu'il existe, créé par le capitalisme, fondé à partir des énergies fossiles, du charbon et du pétrole. Bon, donc il faut un autre appareil productif, d'autres sources d'énergie, un autre type de consommation, parce que celle promue par le capitalisme est insoutenable. Il faut d'autres façons de se transporter, qui ne soient pas la voiture individuelle, les camions pour les marchandises. Bref, il faut penser à un autre modèle de civilisation. C'est ça l'enjeu, il est énorme. C'est-à-dire, c'est pas simplement changer telle ou telle chose, mais il faut penser et poser comme perspective un nouveau paradigme de civilisation, fondé sur d'autres valeurs, sur la production de valeurs d'usage et pas de marchandises simplement, sur la planification écologique démocratique, et sur la solidarité, sur le respect de l'environnement. Bon. Donc c'est quelque chose, une transformation radicale. Et c'est un projet révolutionnaire, il faut le dire. Mais je pense qu'il faut peut-être redéfinir qu'est-ce que c'est la révolution. Et là, Walter Benjamin, qui est un penseur que j'aime beaucoup, a une phrase que je trouve très pertinente. Il dit la chose suivante. En 1940, il écrit ça. « Nous, les marxistes, nous avions l'habitude de dire que les révolutions, c'est les locomotives de l'histoire. Or, il faut peut-être penser la chose un peu autrement. Peut-être les révolutions, c'est l'humanité qui tire le frein d'urgence pour arrêter les trains.
Et je trouve que ça s'applique exactement à notre situation. Nous tous, l'humanité, nous sommes dans un train qui est le train de la civilisation capitaliste, industrielle, moderne, occidentale. Un train qui va à une rapidité croissante vers un abîme qui s'appelle changement climatique. Et la tâche, disons, urgente, c'est d'arrêter ces trains. Il faut arrêter ces trains. Bon, maintenant, évidemment, on ne peut pas attendre les bras croisés que l'écosocialisme tombe du ciel. Il faut commencer la lutte pour l'écosocialisme ici et maintenant, avec de revendications qui parfois sont limitées, sont modestes, mais qui vont dans le bon sens. Et bon, par exemple, en Amérique latine, il y a quelque chose de très intéressant qui a été fait en Équateur. On appelle ça le plan du parc Yasuni. Les mouvements écologiques, les indigènes ont proposé, les gouvernements de gauche de l'Équateur a accepté que toute une région de l'Amazonie où habitent les indigènes, où il y a beaucoup de pétrole, on ne va pas exploiter ce pétrole. On va les laisser sous la terre. Mais on va demander aux pays riches, les États-Unis, l'Europe, etc., d'indemniser les peuples de l'Équateur pour la moitié de la valeur de ce pétrole. Et ça c'est une contribution pour éviter les émissions de gaz, les réchauffements globaux. Il faut laisser le pétrole sous le sol. C'est ça, c'est un exemple de choses qu'on peut obtenir, qu'on peut lutter dès maintenant. Dès maintenant, il ne s'agit pas d'attendre. Bon, maintenant, ce qui est, je trouve, une bonne surprise, c'est de voir que l'idée écosocialiste s'étend plus rapidement que ce qu'on croyait. Par exemple, en Équateur, il y a une discussion à l'intérieur du gouvernement, du parti du gouvernement, dans la gauche équatorienne. De plus en plus, on se réclame de l'écosocialisme. Et d'ici quelques mois, il y aura une conférence écosocialiste internationale à Quito, en Équateur. Au Venezuela, même chose, la gauche du gouvernement, des intellectuels, etc., pose la question de l'écosocialisme. Disons, la révolution bolivarienne en Équateur, au Venezuela, doit se déclarer écosocialiste. Et là aussi, il y aura une conférence au même mois de juin, en relation avec celle d'Équateur, sur l'écosocialisme. Et ici en France, bon, l'idée écosocialiste avait été déjà prise en charge par des courants de la gauche, de l'extrême gauche, disons, les nouveaux partis anticapitalistes, etc. Mais plus récemment, il y a quelques mois, le PG, le parti de gauche, de Jean-Luc Mélenchon, s'est déclaré écosocialiste. Ils ont organisé des assises pour l'écosocialisme avec de centaines de participants. Voilà, ils ont sorti un manifeste écosocialiste de leur parti. Bon, on peut critiquer certaines choses, etc. Mais enfin, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que c'est une idée qui fait son chemin. Mais, bien entendu, c'est pas ça qui prédomine dans le monde aujourd'hui, c'est la logique de la compétition, de l'expansion, du productivisme, voilà. Alors, toute notre civilisation s'est fondée sur la
la notion de croissance illimitée. Et depuis même, je dirais un siècle, même peut-être plus que ça, la croissance illimitée technologique, scientifique et productive est censée être un synonyme du progrès. Alors il faudrait peut-être repenser, ou même revenir en arrière en ce qui concerne la notion de progrès, et penser à la notion de progrès de manière beaucoup plus critique et historique. Comment peut-on y arriver? C'est une question très globale, mais je pense qu'elle est très pertinente. Non, c'est évident que notre civilisation est fondée sur cette idéologie et cette pratique de la croissance illimitée, cette illusion, parce que c'est une illusion. On sait que si tous les Chinois avaient autant de voitures privées que les Américains, il aurait fallu 5 planètes Terre pour avoir la matière première, c'était le pétrole. Donc c'est une illusion, c'est une mystification, mais entretenue par les différents gouvernements, etc. Bon, donc il faut rompre avec ces mythes, avec cette idéologie de la croissance illimitée, du productivisme illimité. C'est une bataille fondamentale. Maintenant, est-ce qu'on doit opposer à la croissance un programme de décroissance? C'est-à-dire, il faut avoir une vision sélective et différenciée de changements qui doivent être développés. Par exemple, il y a des choses qu'on ne veut pas réduire, on veut les supprimer. Par exemple, les centrales nucléaires, les centrales thermiques au charbon qui sont terriblement polluantes, la publicité, une chose totalement inutile qui consomme énormément d'énergie, travail, matières premières. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on voudrait supprimer complètement. Donc, ce n'est pas la décroissance, c'est la suppression. Il y a d'autres choses, au contraire, qu'on veut développer, qui doivent croître. Par exemple, les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, etc. On veut les développer. Ils doivent croître beaucoup, n'est-ce pas? On veut développer l'agriculture biologique, une agriculture naturelle qui n'utilise pas de pesticides, etc. Bon, il faut la développer. Elle est très peu développée maintenant. Et on veut développer tout ce qui concerne la santé, l'éducation. On veut développer les transports publics pour remplacer peu à peu la voiture individuelle. Donc, tout ça doit se développer. Et puis, il y a des choses qu'on ne veut pas supprimer, mais qu'on veut réduire. Par exemple, la production et la circulation de voitures individuelles. On ne peut pas les supprimer, elles répondent à un besoin, mais il faut les réduire. Bon. Donc, il faut avoir une vision différenciée. Et effectivement, il faut redéfinir les progrès. Parce que le progrès dans la civilisation capitaliste et dans ses imitations dites socialistes, c'est plus de biens, plus de marchandises, plus de consommation. Il faut introduire une idée qualitative du progrès. Où il ne s'agit pas d'accumuler à l'infini de biens, mais de vivre autrement, un autre style de vie, un autre mode de vie, fondé sur des valeurs qualitatives. Voilà un peu, effectivement, comment il faut repenser les progrès. Et tu as parlé de l'idée d'écosocialisme qui croit, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'en dernière analyse, il faut trouver des moyens politiques pour faire de sorte à ce que des décisions pratiques puissent être prises. Oui. Alors, en cela, est-ce que le mouvement écosocialiste a des propositions à faire ou des solutions à promouvoir? Évidemment, on a des propositions. On a des propositions. Simplement, elles sont inacceptables
par le gouvernement qui représente les intérêts du système, parce qu'elles vont contre la logique du système. Mais oui, la première proposition, c'est qui est partagée par des scientifiques, par des mouvements sociaux larges, comme le mouvement pour la justice climatique, etc. Il faut une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, donc de l'utilisation des énergies fossiles. Il faut une réduction dramatique de 50% dans les prochaines 20 années et de 90% dans les prochaines 30 années. Bon, voilà, une proposition très concrète, mais ça n'a rien à voir avec les accords de Kyoto. Les accords de Kyoto sont complètement inefficaces. Bon, et puis, il faut aussi des choses très, très pratiques, à commencer dans une ville, dans un pays. Bon, développer des transports publics gratuits. C'est une chose qui peut se faire. Il y a même quelques villes en France qui l'ont fait. Donc ça, je disais depuis 1968. Ça. Voilà, c'est une vieille revendication, n'est-ce pas, de la gauche radicale. Mais c'est de l'intérêt social, de couches sociales pauvres. Mais ça a une signification écologique évidente, parce que dès qu'on fait des transports gratuits, l'utilisation de la voiture s'est réduite. Bon, pas immédiatement, mais c'est un processus, et voilà. Des choses élémentaires, par exemple, remplacer le transport des marchandises par des camions par le train. Ça n'implique pas une grande révolution, mais c'est une mesure concrète qu'on pourrait prendre. Mais on ne la prend pas. Pourquoi? La compétitivité, n'est-ce pas? Bon, etc. Et donc, voilà, il faut commencer par des choses comme ça, modestes, limitées, etc., mais qui font, au moins, qui réduisent un peu la vélocité de ces trains suicidaires du capitalisme. Et surtout, par des luttes comme de ce type, les gens prennent conscience des problèmes, des alternatives possibles, prennent conscience que l'action collective peut donner des résultats. Ça, c'est la chose la plus importante. Εδώ έχει ελληνικό βιβλιαράκι. Αυτό, λύτρωση και ουτοπία. Oui, donc je disais que il y a 2 ans, on a fait un colloque sur mes travaux à la Maison d'Amérique latine. Ça a été publié avec ce titre « Cartographie de l'utopie, l'œuvre indisciplinée de Michael Löwy ». Et je suis très fier de la couverture parce que c'est moi qui l'ai faite. C'est un collage surréaliste où il y a une photo en profil de ma compagne, Eleni Varikas. Et dedans, il y a une île grecque, disons. Ça fait une cartographie de l'utopie. Καλώς ήρθες στο Κοτσόβολο. Σε λίγες μέρες έρχεται κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα, που θα σε κάνει να ξεχάσεις όλα όσα ήξερες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχεται η Μπιάνκα. Μείνε συντονισμένος. Κοτσόβολος. Από εσένα ξεκινάμε. Οδείο η Ρόδου του Αττικού. Ασκητική του Νίκου Καζαντζάκη. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. 5η 28 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο. Καλώς ήρθες στον Κοτσόβολο. Πίσω στο σπίτι, ίσον μπρος για γρήγορο σιδέρωμα. Ίσον σύστημα σιδερώματος Τυροπλάς απεριόριστης αυτονομίας, μόνο 69€. Συν όλα τα συστήματα σιδερώματος Τυροπλάς με όφελος 20%. Ίσον Κοτσόβολος. Από εσένα ξεκινάμε. Είναι ωραία να απογειώνεσαι. Πρέπει όμως κάποτε να προσγειωθείς. Mon petit prince. Ο μικρός πρίγκιπας έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για λίγες μόνο παραστάσεις. Μια σκοτεινή εκδοχή του πιο διάσημου πρίγκιπα όλων των εποχών, σε μια παράσταση για ενήλικες με ανήλικη ματιά. Κι αν δεν προσγειωθείς. Η Budapest Gypsy Symphony Orchestra και τα μπαλέτα της Ουγγαρίας παρουσιάζουν Σύση η πριγκίπισσα, μια εντυπωσιακή παράσταση κάτω από την Ακρόπολη 4 Οκτωβρίου στο Ηρώδειο. Αντώνιο Γάδες, Κάρλος Σάουρα, Κάρμεν στο Ηρώδειο. Ένας ύμνος στον έρωτα, στην καλύτερη παράσταση φλαμέγκο που έγινε ποτέ. Έξτρα παράσταση στις 10 Οκτωβρίου.
Sinon, aux États-Unis, on a récemment publié ces livres. C'est un recueil de mes articles, On Change in the World, sur le changement du monde, Essai en philosophie politique de Karl Marx à Walter Benjamin. Bon, c'est un recueil d'articles des dernières années, disons. Alors ça, c'est une anthologie sur le marxisme en Amérique latine que j'ai organisée, qui a plusieurs éditions, en portugais et en espagnol. Ça, c'est l'édition brésilienne. C'est la 3e édition, je pense. Bon, c'est un recueil de textes de penseurs marxistes latino-américains avec une introduction où j'essaie de faire l'histoire du marxisme en Amérique latine. Et n'est-il pas vrai qu'un des points les plus importants à souligner, à proposer et à faire parvenir à la conscience commune, c'est qu'il faut lutter contre la notion du consommateur roi et la notion de l'identification de la liberté individuelle avec la liberté de consommer. Oui, sans doute, la crise crée des conditions pour que de larges couches sociales se rendent compte de l'absurdité et l'irrationalité du système. La crise provoque des faillites, une série de catastrophes économiques évidentes. C'est l'occasion pour poser la question d'une réorganisation fondamentale de l'économie. Bon. Les usines automobiles, elles sont en train de faire faillite une après l'autre. Bon, c'est le moment de dire, bon, est-ce qu'on a besoin de produire encore et encore à l'infini, encore de voitures? Bon, non, les marchés sont saturés. Et puis, la voiture, du point de vue écologique, c'est désastreux. Bon, donc, posons la question d'une restructuration industrielle. À la place de produire encore et encore des voitures, produisons des autobus, des trams, des bicyclettes, etc. Bon, donc, dans le mouvement syndical, il y a un courant écologique syndicaliste de gauche. Par exemple, en Angleterre, ils ont sorti une brochure qui dit 1 million d'emplois verts. C'est-à-dire on pourrait créer 1 million d'emplois dans des activités écologiques, soutenables, que ce soit dans l'agriculture, dans les services, dans la consommation, dans la production, etc. Bon, donc il y a la possibilité de, justement à cause de la crise, de proposer des changements, des changements profonds dans ce qu'on produit, dans ce qu'on consomme, etc. Alors, l'idéologie, le consumérisme, c'est vrai que les gens sont formés dans cette illusion, dans cette mystification qu'on peut consommer à l'infini, etc. Mais c'est quelque chose quand même de artificiellement induit par la publicité. La publicité, c'est quelque chose, disons, c'est un matraquage permanent pratiquement du berceau jusqu'au tombeau, du matin jusqu'au soir, dans la rue, dans la maison, dès qu'on allume la télé ou la radio, dès qu'on achète un journal. Ça n'arrête pas, c'est un matraquage constant, consommer, acheter, consommer, etc. Bon, et effectivement, ça finit par avoir un effet sur les gens. Bon, donc c'est pour ça que je dis, une des mesures éco-socialistes immédiates qu'on doit prendre, c'est arrêter l'agression publicitaire. Et c'est possible. Bon, au Brésil, il y a une ville, São Paulo, le maire de São Paulo, qui n'est pas particulièrement gauchiste, il a dit, bon, ça suffit, la publicité dans la ville, ça suffit. Hop, on arrête. Fini. Ils sont disparus, tout le truc, les placards et tout ça.
c'est disparu. Voilà. Ben, c'est possible, hein, c'est faisable. Au Mexique, le métro, il y a des kilomètres de couloirs, il n'y a pas une affiche publicitaire, contrairement à Paris, etc. Il y a des œuvres d'art, il y a des sculptures, il y a des trucs archéologiques, etc. Il n'y a pas de pub. Donc, c'est faisable. Bon, si cette pression de plusieurs tonnes, disons, sur la conscience des gens, de la publicité est levée, bon, il y a des chances que ce consumérisme névrotique, obsessif de gens va se réduire. Il y a des chances. La crise pourrait déclencher à la fois des processus de libération et de mise en place de nouvelles structures idéologiques de gauche, mais elle pourrait aussi déclencher des processus autoritaristes de droite. Alors l'enjeu est très grave, je pense, n'est-ce pas? Absolument. Il n'y a pas, disons, la crise ne conduit pas automatiquement à une conscience critique, révolutionnaire, socialiste, etc. Non, il n'y a pas aucun automatisme. Elle crée des conditions pour que les gens prennent conscience de l'absurdité, l'irrationalité du système. Mais il n'y a rien d'automatique. Et l'expérience des années 30 montre que la crise a géré des expériences de gauche, comme le Front populaire en France, en Espagne, etc. Mais elle a géré aussi la montée du fascisme en Europe, du nazisme, bon, qui a gagné, bon, au moins jusqu'à la guerre. Bon, donc, et c'est ce qu'on voit actuellement en Europe, concrètement, c'est effectivement une montée très inquiétante, spectaculaire, des forces d'extrême droite, xénophobes, racistes, fascistes dans certains cas, néo-nazis, dans le cas grec par exemple. Il n'est pas le seul, mais c'est le plus frappant. C'est très inquiétant. Hein, c'est très inquiétant. C'est des mouvements qui trouvent comme bouc expiatoire pour la crise les immigrés, les minorités, les tziganes, les juifs, etc. Bon, les homosexuels. Voilà. Et ça marche, hein, avec une partie de la population, ça marche, malheureusement. Et certains de ces partis sont devenus des forces politiques très importantes. Bon, en France, le Front National borde le 20%. Bon, ils sont passés au deuxième tour il y a quelques années. Même chose en Autriche, même chose en Italie, en Belgique. Bon, la plupart des pays de l'Europe, les forces d'extrême droite, fascisantes, etc., racistes, sont très très puissants et en expansion, hein, en ascension. Ça, c'est effectivement très inquiétant. Je m'insurge contre l'utilisation du terme populiste pour parler de ce mouvement. Je trouve que c'est une mystification. Ça permet aux idéologues néolibéraux de tenir un discours contre les populismes des droites et des gauches. Bon, c'est un amalgame complètement mensonger. Ces mouvements, ils ne sont pas populistes, ce n'est pas qu'ils s'adressent au peuple. Bon, ça, pourquoi pas, c'est bien de s'adresser au peuple. Ils sont des mouvements d'extrême droite, racistes, xénophobes, dans certains cas clairement fascistes. Hein? Tu viens de souligner l'importance du glissement de la signification du terme populiste. Oui. Le terme populiste est précisément, je suis d'accord avec toi à 100%, utilisé pour mettre dans le même panier la gauche et la droite, voilà, et pour présenter la sagesse technocratique comme la seule possible, voilà, contre le peuple. Voilà. Alors,
désormais, il semblerait que le peuple n'existe plus. Le peuple est un vide signifiant. Et dans ce contexte-là, la technocratie, surtout en Europe, et c'est la dernière question que je voudrais te poser. Comment penses-tu, quelles sont les raisons qui ont conduit l'Union européenne à ce débâcle idéologique qui rend, en ce moment en tout cas, tout espoir de changement radical des politiques européennes presque impossible. Eh bien, je pense que la démocratie en Europe aujourd'hui, dans la plupart des pays européens, c'est une démocratie de très basse intensité. C'est-à-dire, on maintient les formalités démocratiques, etc. Mais de plus en plus, on voit des gouvernements de technocrates qui sont, comme par hasard, tous des banquiers qui ont travaillé pour Goldman Sachs, etc. Des technocrates. Effectivement, les peuples n'a plus voix au chapitre. Bon, l'idée qu'il faut consulter les peuples, qu'il faut par exemple faire un référendum, apparaît comme une hérésie monstrueuse. Bon, ce malheureux Papandréou en Grèce a eu 5 minutes de courage en disant peut-être il faudrait consulter les peuples. Ce n'est pas certain que c'est du courage, mais peu importe. De la démagogie, disons. Il y a eu cette idée démagogique qu'il fallait quand même peut-être consulter les peuples. Bon, on lui a dit, non mais tu es fou, et il a immédiatement été éloigné et on n'en parle plus. Bon, et on voit les réformes des constitutions européennes, ça se passe maintenant sans consulter les gens, n'est-ce pas? Sans consulter les gens. Donc il y a une crainte des élites capitalistes européennes, etc., que de consulter la population parce qu'ils savent que les résultats peuvent être imprévisibles. Bon, maintenant, malheureusement, les forces de la gauche officielle, notamment social-démocrates, qui se présentent comme une alternance, n'ont pas vocation à changer le fonctionnement, disons, la logique néolibérale destructrice qui est en cours actuellement en Europe. On parle d'austérité. Austérité, c'est un très beau mot. C'est très beau, l'austérité. Mais il ne s'agit pas d'austérité, il s'agit de iniquité. C'est-à-dire, on est en train de prendre des mesures pour, disons, écraser les couches sociales les plus appauvries, en coupant dans les salaires, les retraites, les services sociaux, la santé, etc. Et on fait des cadeaux de dizaines et des dizaines de milliards d'euros aux entrepreneurs, aux banques, etc. Bon, tous les gouvernements européens, qu'ils soient de centre-droite ou de centre-gauche, sont vraiment de véritables Robin Hood à l'envers. C'est-à-dire, ils dévalisent les pauvres pour donner aux riches. C'est ça la logique de la soi-disant austérité, de la soi-disant rigueur, etc. C'est ça. Bon, c'est la rigueur pour les pauvres et la fête pour l'élite, l'oligarchie financière capitaliste. Et ça, c'est mon dernier livre, ça s'appelle La cage d'acier, Max Weber et les marxismes weberiens. Bon, c'est une relecture marxiste, disons, de Max Weber. Et comme couverture, on a choisi une image du film Métropolis de Fritz Lang. Voilà, ça c'est mes derniers travaux. Oui, alors juste en ce moment, je travaille sur
ce personnage, Diego Rivera, le grand peintre muraliste mexicain, et sa compagne Frida Kahlo, la grande peintre mexicaine. Il y aura une exposition à Paris, je pense que c'est au musée d'Orsay, Diego Rivera, Frida Kahlo. Et il y aura un catalogue de l'exposition, bien entendu, et on m'a demandé d'écrire pour ce catalogue un essai sur l'engagement politique de Diego Rivera et Frida Kahlo dans le contexte du Mexique de la première moitié du XXe siècle et les rapports évidemment de cet engagement politique avec leurs œuvres, hein, surtout avec le Muro de Diego Rivera. Voilà. Sur l'Amérique latine, on a tous l'impression, les gens qui ne connaissent pas l'Amérique latine, qu'il y a des choses qui se passent actuellement en Amérique latine qui ne se passent nulle part ailleurs dans le monde. Alors, il y a des ruptures, il y a des projets nouveaux, il y a des problématisations inouïes, des alliances auxquelles on ne s'y attendait pas. Il y a quelque chose qui change. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce qui se passe en Amérique latine? L'Amérique latine, tu vas me dire que c'est un terme générique, mais oui. Malgré ça, il y a des choses qui se passent dans ce continent qui sont vraiment d'un intérêt, je pense, universel et mondial. Bon, ce qu'il y a en Amérique latine, d'abord, c'est une extraordinaire richesse des mouvements sociaux. Mouvement paysan, mouvement indigène, mouvement syndical, mouvement de chômeurs, mouvement des jeunes, mouvement des chrétiens engagés, mouvement des femmes. C'est extraordinaire, disons, la richesse, la diversité, la vitalité de ces mouvements sociaux qui font bouger le continent. Hein. C'est eux un peu cette énergie qui vient d'en bas. Et aussi le fait que une bonne partie des populations latino-américaines en ont eu marre de 10, 20, 30 années de politique néolibérale. Ça a provoqué des révoltes, de véritables insurrections, comme on a eu en Bolivie, en Argentine, en Venezuela, etc. Bon. Donc, il y a quelque chose de très fort qui vient de la société, des classes subalternes. Voilà, c'est, disons, une dynamique de révolte, de protestation, mais aussi de haute organisation des classes subalternes. Bon, maintenant, ça a trouvé aussi une expression politique, hein, qui est très importante. On peut dire que une bonne partie de l'Amérique latine, c'est politiquement, dans les élections, les gouvernements, etc., s'est déplacé à gauche. Hein, ça, c'est un fait. Bon, ce déplacement a été plus limité dans certains cas, plus radical dans d'autres. Dans plusieurs pays, on a vu des gouvernements de centre-gauche qui se sont formés, qui étaient certainement un progrès par rapport à ce qu'il y avait à la droite néolibérale, mais qui sont limités, disons, qui ne sont pas allés très loin. C'est le cas du Brésil, c'est le cas de l'Uruguay, etc. Bon. Mais même ces gouvernements de centre-gauche, dans certains pays, ils sont apparus comme insupportablement trop avancés et on a assisté à de véritables coups d'État. En Honduras et au Paraguay, par exemple, l'oligarchie, les militaires, etc., ont renversé des gouvernements de centre-gauche pour rétablir la droite la plus, disons, rétrograde. Bon. Maintenant, les expériences les plus intéressantes sont là où des forces de gauche anti-oligarchiques, anti-impérialistes, plus radicales ont réussi à s'imposer. C'est le cas surtout de 3 pays, la Bolivie, le Venezuela et l'Équateur. C'est les 3 pays où, disons, on a les expériences de gauche les plus intéressantes, les plus avancées, les plus riches, avec une vraie dynamique d'affrontement avec l'oligarchie et avec l'impérialisme. Bon, mais là aussi, bon, c'est un mouvement, c'est une expérience qui a des limites, qui a des contradictions,
qui n'a pas mis en question pour le moment, en tout cas, le capitalisme, même si ces trois gouvernements et d'autres ont comme objectif, se donnent comme objectif, comme perspective, ce qu'ils appellent les socialismes du XXIe siècle. Hein? C'est-à-dire l'héritage socialiste, mais sans les erreurs, les désastres qui ont été ceux du socialisme du XXe siècle. Bon, ça, je trouve, c'est très positif, ça, disons, la question du socialisme est à nouveau à l'ordre du jour en Amérique latine. Hein. C'est posé comme objectif, même si on est encore très loin de ça, hein, dans ces trois pays, mais c'est posé comme objectif historique, comme horizon historique, et ça, je trouve que c'est très important. Bon, voilà pourquoi je pense que l'Amérique latine nous intéresse, hein, même non seulement les Latino-Américains comme moi, mais aussi les Européens comme toi et d'autres gens, parce que c'est une expérience très riche et porteuse d'espérance. Merci beaucoup.